Mohammed Ben Zayed a vu l'arrivée au pouvoir de MBS, Mohammed Ben Salman, comme une formidable opportunité. Une opportunité parce que le nouveau dirigeant saoudien partage le même projet politique que celui des Émirats arabes unis, c'est-à-dire la modernisation autocratique. Ils ont développé une relation de maître à élève, avec MBZ en maître et MBS en élève. Leur ambition, faire passer l'Arabie saoudite du Moyen-Âge au XXIe siècle, en prenant les Émirats pour modèle. On en finit avec les scléroses saoudiennes, on réduit la place de la religion dans la société et on modernise les structures économiques du pays. L'Arabie saoudite compte 20 millions de ressortissants et dépend uniquement de ses exportations de pétrole. Une ressource qui s'épuise année après année. Le pays a besoin de se diversifier et MBS va s'emparer de ce défi. C'est un grand costaud, dynamique. Quand il rentre dans une pièce, tout le monde se retourne. Et il est extrêmement ambitieux. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. C'est quelqu'un de moderne et de charismatique. Il regarde les femmes dans les yeux, il leur serre la main, il est très direct. Tout cela plaît énormément en Occident. Dans la Silicon Valley, il a rencontré les dirigeants des grandes sociétés. Lors de son séjour, il a bluffé tout le monde. Et pourtant, rien ne prédestinait MBS à gouverner l'Arabie saoudite. En 2015, son père Salman devient roi à l'âge de 79 ans. C'est l'un des derniers fils vivants d'Ibn Saoud, le fondateur de l'État saoudien. Et pour la première fois depuis 60 ans, le pouvoir va se transmettre à une nouvelle génération. MBS est le fils préféré, et dans l'ombre, il va éclipser tous ses concurrents. Il est décrit comme une tête brûlée, quelqu'un d'impulsif, qui ne réfléchit pas avant de prendre des décisions, avec parfois un côté puéril. Ça le différencie de ses prédécesseurs, qui étaient des vieux somnolents, à l'air détaché, ou des autres membres de la famille installés à Monte-Carlo ou des villes du même style. Lui, c'est un local. Un jeune qui aime les jeux vidéo. Et ça, tous les Saoudiens le comprennent. À seulement 29 ans, MBS devient le plus jeune ministre de la Défense au monde. Et dès son arrivée aux manettes du pouvoir, son regard se tourne vers l'ennemi de toujours. Les Saoudiens, pour eux, la menace existentielle dans la région, c'est l'Iran. احنا هدف رئيسي للنظام الإيراني، الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيسي للنظام الإيراني، لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية. Il y a une rivalité très forte entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui se posent tous les deux comme les deux grandes puissances du Golfe. Ce qui dérange énormément l'Arabie saoudite, c'est effectivement l'expansionnisme d'un chiisme révolutionnaire. Ils se sentent totalement encerclés par l'Iran qui est très présent en Irak, au Liban, en Syrie. Et évidemment avec les Houthis au Yémen. C'est le Moyen-Orient. Tout le monde influence tout le monde. Pour les Saoudiens, les Houthis et les Iraniens, c'est la même chose.
En fait, c'est plus complexe. Début 2015, MBS prend ses fonctions de chef des armées. Pendant ce temps-là, au Yémen, les Houthis, une milice locale chiite et pro-iranienne, s'emparent de Sanaa, la capitale. Le prince héritier, Mohammed Ben Salman, considère que l'Iran est à la frontière sud du royaume. Quand Mohammed Ben Salman décide d'intervenir au Yémen, l'idée c'était de marquer d'un grand coup son arrivée au pouvoir en montrant que sous son égide, l'Arabie Saoudite n'est pas un pays sur les pieds duquel on marche. بلا شك انه الحرب اللي قامت ما كانت خيار بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، كان يعني امر لابد ان نقوم فيه، ولا بيكون السيناريو الاخر سيناريو اسوء بكثير. بدليل أن الحوثي وصالح لا زالوا عندهم أسلحة، مخزون أسلحة. نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة. Dans cette guerre annoncée comme éclair, MBS peut compter sur le soutien de son allié, MBZ, et de son armée suréquipée. L'intervention émiratie au Yémen, ça leur a permis de montrer, d'exhiber leur puissance militaire aux yeux du monde entier. Le débarquement des Émiriens au Yémen a beaucoup impressionné. Même au Pentagone, ils étaient surpris, en mode « Waouh, ils y ont été, pas mal. Peut-être que ça va pas tourner si mal. » Je pense qu'ils ont vite changé d'avis. En même temps, comme toujours, quand on commence une guerre, on est persuadé qu'elle sera courte et joyeuse. Bon, c'est pas exactement naturellement ce qui s'est passé. Ils tuent des soldats, des civils, des policiers, des gens du peuple. Ils visent des universités. Le régime saoudien tue des étudiants. Ce sont eux les terroristes. Ils peuvent bombarder Sanaa jusqu'à faire jaillir du pétrole. On ne se rendra jamais. La guerre au Yémen est un désastre. Elle a provoqué une crise humanitaire massive, du choléra, une famine. C'est un cauchemar. C'est inextricable quand même, c'est un bourbier, c'est un peu le Vietnam des Saoudiens, hein. C'est avec leur allié émirati. L'obsession anti-iranienne de l'Arabie saoudite n'est pas forcément partagée par les autres monarchies de la péninsule arabique. Les Qataris ont refusé de s'impliquer au Yémen. Leur armée a accepté d'appuyer les Saoudiens dans la protection de leur frontière sud avec le Yémen. Mais ils n'ont pas participé au bombardement. Ils n'ont pas envoyé de troupes au sol. Du coup, le Qatar est considéré par l'Arabie saoudite et Abu Dhabi comme étant beaucoup trop proche du régime de Téhéran. Le Qatar et l'Iran partagent un gisement de gaz offshore, qui est au nord du Qatar, un gisement sous-marin. Et inévitablement, cela nécessite une forme de coordination avec l'Iran. Le Qatar ne peut pas se permettre de déclencher une crise ouverte avec l'Iran parce que ce serait mettre en danger son coffre-fort. Leur relation avec l'Iran est pragmatique. La base du Qatar, ce sont ses ressources en énergie. Ils sont obligés de discuter logistique avec l'Iran. Ils n'ont pas le choix. Ces désaccords sur l'Iran se cumulent avec les tensions issues du printemps arabe.
Dans le Golfe, le Qatar de Tamim Al-Thani se retrouve de plus en plus isolé. Tout cela oppose le Qatar de manière frontale à MBS et MBZ. Cet antagonisme va provoquer une crise profonde entre les monarques de la région. Une crise d'une ampleur sans précédent. Et ces tensions entre les trois princes vont éclater avec l'entrée en jeu d'un nouvel acteur. L'élément clé, c'est Donald Trump. Il joue un rôle crucial. C'est lui qui provoque la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les liens entre Donald Trump et le camp pro-saoudien, il y a des liens économiques. On sait que Donald Trump a un golfe aux Émirats Arabes Unis. Beaucoup de membres de l'équipe de campagne de Trump avaient investi aux Émirats. Donc MBZ possédait déjà un carnet d'adresses bien fourni. Les Émiriens ont beaucoup de poids à Washington, tout comme les Saoudiens. Et là-bas, ils travaillent main dans la main. Les Émirats Arabes Unis ont eu cette intuition assez remarquable que Donald Trump était un homme avec une culture géopolitique plutôt sommaire et qu'il y avait une possibilité pour eux de modeler sa vision de la région. Beaucoup de cercles de réflexion, de cabinets d'analyse géopolitique aux États-Unis ont reçu de l'argent des Émirats Arabes Unis pour donc influencer, peser sur les options, sur les orientations de la Maison-Blanche et de Donald Trump. A man that I've known, very special person, highly respected, and loves his country, I can tell you that, loves his country. And I think loves the United States, which to us is very important. Thank you very much for coming. It's my honor to be here. Thank you, sir. Sur le Moyen-Orient, Trump était très flou. Il n'avait pas de programme précis. MBZ a perçu une opportunité d'influencer la politique américaine au Moyen-Orient et envers le Qatar. À Washington, les lobbies émiriens et saoudiens ciblent dans l'entourage du président un homme en particulier. Le lien entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, c'est Jared Kushner. Jared Kushner, c'est le gendre de Donald Trump, un trentenaire totalement inexpérimenté dans les affaires proche-orientales. C'est l'allié objectif de MBS et d'MBZ. Hein. C'est vraiment l'équipe infernale. Juste après l'investiture, en janvier 2017, Jared Kushner venait d'être nommé responsable du Moyen-Orient. Voilà, c'est ton portefeuille. Alors, Jared prend une carte du Moyen-Orient, l'étale sur la table et se demande où on en est au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se passe? L'Irak, le Liban, la Syrie, on les a perdus. L'Iran les tient. C'est qui nos amis? Avec les pays de la région, les partenaires traditionnels ont toujours été notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils décident de tout faire pour renforcer ces deux piliers et s'en prendre à l'Iran. L'ensemble de leur stratégie au Moyen-Orient se résume à cela, taper sur l'Iran. Et c'était exactement ce que MBS et MBZ désiraient, plus que tout au monde. Le président Trump décide alors avec Jared que son premier voyage officiel sera en Arabie Saoudite. Le roi Salman, gardien des lieux saints, accueille le président américain Donald Trump au palais de Yamama. Les Saoudiens ouvrent le carnet de chèques et sortent le grand jeu. Ils dépensent environ 60 millions d'euros pour que ce soit grandiose. On aurait dit Las Vegas. Une visite pleine de pompe, de solennité, avec un tapis rouge